La semaine dernière, Informatic News participait à la conférence de NetEvents qui s'est tenue à San José en Californie. Beaucoup de sujets ont été abordés, la cybersécurité, l'évolution des réseaux, l'Internet des objets, et c'était l'occasion de faire un point avec Alain Barito, notre correspondant en Silicon Valley, pour savoir ce qui s'y passait ces derniers temps. Alain Barito, bonjour. Bonjour. Alors, on va pas refaire toute l'histoire de la Silicon Valley parce qu'on pourrait commencer avec HP et son garage. Et puis après, il y a eu Fairchild qui a été un peu la mère de toutes les batailles et qui a engendré toutes les sociétés. Et qui, parmi celles-ci, a engendré une société dont on va parler un petit peu, c'est Intel, puisque Intel a 50 ans aujourd'hui. Fêté ses 50 ans aujourd'hui. Ces jours-ci. Ces derniers jours, donc c'est quand même un moment important. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, sans faire toute l'histoire d'Intel, quelles sont les grandes étapes qui ont marqué cette entreprise mythique? En fait, Intel a été créé en 1968 et 4 ans après, en 1972, sortait le processeur 8080, en fait, qui était le premier processeur, microprocesseur intégré, qui était capable de faire 290 000 opérations par seconde. Alors je ne sais pas aujourd'hui à combien d'opérations un processeur peut aller, mais je pense que c'est beaucoup. Et donc ce processeur, le 8080, était le processeur qui a été utilisé pour l'Altaïr, en fait, qui était en fait le premier micro-ordinateur vendu, qui a été quelque part le père de tous les micro-ordinateurs qui ont envahi le monde au cours des 50 ans suivantes. Voilà, donc Intel a depuis beaucoup évolué, est resté un cœur important dans la Silicon Valley et continue de fournir énormément de processeurs. Il est maintenant concurrencé par des sociétés comme Qualcomm ou Samsung, parce que Samsung est devenu le premier vendeur de processeurs dans le monde. Donc ça, c'est l'ouverture sur l'Asie. Mais Intel reste encore extrêmement puissant ici et même dans le monde, puisqu'il fournit beaucoup de processeurs, mais à des puissances nettement plus importantes que le 8080. Effectivement, d'ailleurs cette rétrogradation en deuxième place, en fait, c'est un peu lié au prix artificiel des mémoires, sachant qu'on sait que Samsung est un très gros fabricant de mémoire. Donc si les choses rentrent dans l'ordre, il est probable que Intel retrouve. Mais Intel a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le monde des mobiles, donc ça, il le paye un petit peu. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans la Silicon Valley, on en parle d'ailleurs beaucoup en France, et on a beaucoup aussi parlé à la conférence de NetEvents, c'est l'Internet des objets et la révolution dont on parle déjà depuis un certain temps, mais qui semblerait à un petit peu de mal à arriver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup les technologies sont là, elles sont très prometteuses, il y a des startups, les grandes entreprises sont également très présentes, mais finalement les réalisations, on a l'impression qu'elles tardent un petit peu à arriver. C'est un marché assez paradoxal, effectivement. Il se passe beaucoup de choses en matière d'Internet des objets ici. Dans la vallée, il y a énormément de conférences. Il y avait encore une conférence la semaine dernière. C'est un marché assez paradoxal. Tout le monde nous dit ça décolle, et en fait, ça ne décolle pas. Donc, alors, il y a deux aspects dans ce marché-là. Il y a l'aspect industriel et l'aspect grand public. Or, tout le monde est d'accord pour dire que le marché décollera lorsque le grand public aura décollé. Or, pour l'instant, le grand public ne décolle pas vraiment. Et ce marché est assez paradoxal parce que si on regarde bien de près, on se rend compte qu'en fait, il a été récupéré peut-être, mais c'est surtout les grands opérateurs actuels, c'est-à-dire les grands marchands d'ordinateurs ou les grands marchands de réseau ou les opérateurs qui poussent ce marché. Alors que l'innovation vient surtout des startups. Donc c'est un petit peu, paradoxal.
le côté des entreprises, il n'y a pas de grosses entreprises qui se développent actuellement dans le domaine des IoT. En gros, est-ce qu'il y a un Sigfox dans la Silicon Valley? Un Sigfox dans la Silicon Valley, non. Non, il n'y a pas de Sigfox dans la Silicon Valley. Ça veut dire que les Français dans ce domaine-là ont pas mal réussi. Oui, mais Sigfox est très peu connu dans la Silicon Valley. Oui, mais enfin, il a quand même réussi. Il a réussi à faire un certain nombre de choses, mais bon, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que bon, il y a des opérateurs derrière qui sont, il y a LoRa, il y a des choses comme ça. Mais on sent que ce marché est très vibrant, mais il a du mal à sortir parce que il y a des problèmes qui se posent derrière. C'est des problèmes dont on parle peut-être assez souvent, qui sont des problèmes de business model, c'est-à-dire que les gens ont du mal, les opérateurs qui développent ça, ont du mal à établir un business model sérieux. Ils ont du mal à vendre. Ça, les services autour de l'Internet des objets sont difficiles à vendre. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et puis ça s'est cassé la figure, ça n'a pas marché. Et c'est très compliqué. Et deuxième point, c'est les problèmes de sécurité. Alors là, il y a un problème très très important au niveau de la sécurité parce que l'Internet des objets s'est développé avec des plateformes. Alors chaque grand constructeur a développé sa plateforme, il y a Cisco, il y a IBM, il y a tout le monde. Et ces plateformes sont sécurisées complètement à l'intérieur, mais en dehors de la plateforme, il n'y a pas de sécurité. La sécurité est extrêmement faible. Ils utilisent Bluetooth, ils utilisent des réseaux qui ne sont pas sécures. Et la sécurité à ce niveau-là, elle est très faible. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne vais pas acheter une caméra parce que cette caméra, si elle est écoutée, permettra à n'importe qui de savoir si je suis chez moi ou pas chez moi. Donc voilà. Et puis il y a le problème de la des devices, des appareils qui sont à faible consommation, qui peuvent pas être sécurisés pour l'instant. En fait, au départ, tels qu'ils ont été pensés, ces objets connectés qui peuvent être, comme vous l'avez dit, des smartphones, des caméras, donc des objets voilà. assez sophistiqués, mais ça peut être aussi des objets extrêmement simples qui coûtent quelques dizaines de centimes. Et on n'avait pas prévu de mettre la couche nécessaire qu'il fallait pour... Oui, puis il y a une course au prix, à la baisse des prix dans l'Internet des objets, parce que on cherche à faire des objets de moins en moins chers en fait, parce qu'il faut essayer de les vendre, et donc moins les objets sont chers, mieux ça vaut. Donc les constructeurs, les développeurs, les intégrateurs font des objets qui coûtent de moins en moins cher. Et c'est un requisite. Alors, donc ces applications qui tardent à venir, donc l'Internet des objets, on parle aussi beaucoup des véhicules il y en a partout qui tournent ici. Hein. Il y a la mobilité, toutes ces innovations qui sont en marche, certaines on les utilise quotidiennement, vont bousculer un peu les infrastructures, non seulement les infrastructures réseau, mais aussi les infrastructures des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire leur manière de travailler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment les choses c'est sûr, l'automobile par exemple est un bel exemple, qui a été généré par l'Internet des objets connectés. Bon, l'automobile est un objet connecté, c'est un gros objet connecté, mais c'est un objet connecté. Donc tout ça, ça demande des infrastructures. Tous ces objets demandent des infrastructures. Et ce qu'il y a actuellement, on se rend compte que il y a des infrastructures qui existent. Alors c'est des infrastructures qui sont anciennes, c'est des infrastructures de réseau. Alors les réseaux sont en train d'évoluer. Il y a des infrastructures électriques qui essayent d'évoluer aussi. Il y a des infrastructures brick and mortar, c'est-à-dire que les supermarchés, les magasins, etc., etc. Et on voit un espèce de mélange de ces trois éléments dans ce qu'on appelle ce que j'appelle plutôt les nouvelles infrastructures qui sont un vrai besoin. Un des exemples les plus frappants, c'est Amazon. Amazon est une infrastructure en elle-même et Amazon a racheté Whole Foods, qui est une chaîne de magasins, pour revenir dans ce qu'on appelle le brick and mortar. Donc ça génère des mouvements, entre parenthèses, Walmart a réagi à ce genre de truc parce que Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution aux États-Unis, a racheté Flipkart, une société qui est dans les réseaux en fait, dans ce qu'on appelle le 2.0 ou le 3.0 ou le 4.0 si vous voulez. Mais voilà, donc il y a cette espèce de mixte entre les réseaux qui
sont en train de devenir des supports de service, en fait. Et ces supports de service, ils utilisent les technologies numériques, en fait. Donc je pense qu'il faut imaginer une nouvelle forme de structure qui porte complètement ces réseaux qui permettent de développer des services, que ce soit des services au niveau de telco, au niveau des utilities, c'est-à-dire des sociétés d'électricité, d'énergie, etc., etc. Tout le monde est en train de va avoir besoin de se construire sa propre infrastructure. Et là, pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va. Très bien, alors on va changer de sujet pour aborder notre dernier point. On dit souvent que ce qui se passe dans la Silicon Valley se diffusera ensuite dans les États-Unis 3 ans plus tard et puis arrivera en Europe 5 ans plus tard. Il se trouve qu'il y a un phénomène qui est assez marquant dans la Silicon Valley, qui est que les jeunes, donc, ce qu'on appelle les millenniums, donc en gros les moins de 30 ans, ont de moins en moins envie d'aller dans les entreprises, alors peut-être pas toutes d'ailleurs, parce que si on propose d'aller chez Facebook, je pense qu'il y a beaucoup qui sont très contents, mais je dirais qu'en général, ont de moins en moins envie d'aller dans les entreprises en tant que salariés, et ont plutôt envie de se louer comme l'équivalent d'auto-entrepreneur. C'est pas le statut d'auto-entrepreneur qu'on connaît en France, dont on sait que le revenu est relativement limité, mais c'est c'est un statut de freelance qui permet de travailler avec une ou plusieurs entreprises et de changer un peu finalement comme on en a envie. Oui. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez... Ça se sent beaucoup ici. Les jeunes ici changent d'abord très souvent de société. Et quand on regarde un petit peu près, on se rend compte qu'ils ne sont pas véritablement employés par la société. Ils sont contracteurs. C'est ce qu'on appelle un contracteur. Il est self-employed. Et self-employed, ça veut dire c'est auto-entrepreneur. Hein. Et donc, ils ont tendance à se vendre au plus offrant. Et ici, la ressource rare, c'est les talents. Donc, quelqu'un qui a un certain nombre de capacités se vendra très très bien au plus offrant pour travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il arrête, il passe des vacances, ils partent en vacances, ils vont à la plage, ils font ce qu'ils veulent. Et ils arrêtent, ils sortent de société. Donc, et ce phénomène commence à prendre de l'ampleur, puisque le nombre d'auto-entrepreneurs entre 2005 et 2015 a augmenté de plus de 20%. Donc c'est quand même assez important. C'est un mode de vie qui est extrêmement courant ici. Donc, et en plus, dans cette comportement, beaucoup de ces jeunes n'ont pas d'assets, n'ont pas de propriété, ils n'achètent rien, ils n'achètent pas de maison, de choses comme ça, ce qui est aussi une des caractéristiques des millennials. Ils investissent pas dans une maison. Alors bon, compte tenu du prix des maisons en Californie, on comprendra, mais c'est aussi dans une mentalité profonde qu'ils ont. Effectivement, je crois que c'est un changement qui est sans doute plus marqué en Silicon Valley aux États-Unis qu'il n'est en France ou en Europe, mais c'est une tendance qu'on voit un peu partout. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a abordé des sujets assez différents, on aura sans doute l'occasion de reparler un peu de tout ça. Alain, merci beaucoup. Merci, à bientôt.